Bienvenue dans Femmes de Sport, la seule émission féminine Hommes et Sport. Avec au programme de la passion, de la découverte, des sensations fortes et surtout des rencontres. Avec Virginie Dedieu, bonjour. Bonjour. Multiple championne de natation synchronisée. C'est époustouflant. Votre parcours est époustouflant. Je suis sûre que vous-même, vous ne connaissez pas le nombre de médailles que vous avez en tout cumulé. Et à côté de vous, Astrid Guyard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un palmarès d'escrime, vous êtes championne de France, vice-championne du monde, vous avez plein de médailles également. Mais vous pratiquez le fleuret. Alors, dans l'escrime, il y a plusieurs armes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces armes ? Effectivement, 3 armes, l'épée, le sabre et le fleuret. Donc je vais commencer par l'épée, l'arme des duels. Donc l'arme où le premier qui touche a le point et on peut toucher partout, comme à l'époque des duels. Ensuite le sabre, l'arme des cavaliers. On touche donc avec le tranchant de la lame et on touche que le haut du corps parce que sinon on découpe la tête de son cheval et après ça marche moins bien. Et la 3e arme, c'est la mienne, c'est le fleuret, donc une petite arme avec laquelle on touche avec le bout de la pointe. C'était pour en fait s'entraîner à l'épée, pour éviter de se tuer à l'entraînement. On a inventé cette petite arme plus maniable et donc on ne touche que en fait, le buste. Et là par contre il y a des règles de priorité, c'est l'attaque qui touche. Et comment vous avez choisi le fleuret plutôt que les autres armes ? Le hasard a choisi pour moi et il se trouve que dans mon club d'origine au Vésiné, on ne faisait que du fleuret. Donc c'est comme ça que voilà, ça s'est imposé à moi. Vous êtes sur la route de Rio, comme beaucoup d'autres en ce moment. Vous revenez d'une compétition, je crois. Comment ça s'est passé ? Ça s'est relativement bien passé. J'ai consolidé, on va dire, mes points sur la route de Rio. Donc il reste une dernière compétition sélective en mars à La Havane. Et c'est là où j'obtiendrai le billet définitif pour Rio. Parce que l'objectif, c'est d'être dans les 14... Voilà, le but, c'est d'être dans le top 14 mondial en mars, en fait. Et donc, c'est des points qui s'accumulent quand même depuis avril dernier. Donc, ça fait une sélection qui dure 11 mois. C'est assez long. Un vrai stress. Vous également, vous participez à l'aventure de Rio, mais de l'autre côté de la barrière, comme coach, oui. Vous entraînez, vous participez aux entraînements de l'équipe de France de natation synchronisée. Alors cette année, oui, c'est la première fois que l'entraîneur national, donc Julie Fabre, qui vient d'acquérir cette fonction de chef, me demande de faire partie du staff. Donc c'est momentané, je ne suis pas l'entraîneur national, absolument pas de l'année, mais elle m'a donné des missions à étaler dans l'année. Je partirai au championnat d'Europe avec elle. Je ne pars pas au jeu, bien entendu, mais par contre, en effet, je participe à leur préparation, à leur travail technique, etc. Et pour parler de la route des Jeux, je participe également avec les Espagnols, notamment le duo espagnol, donc qui sont des filles qui sont vice-championnes olympiques, donc qui ont une grosse demande sur l'arrivée de Rio, là. Et donc, je participe à la chorégraphie. On fait souvent appel à vous ? Tout le monde veut travailler avec vous ? Alors, souvent non. J'arrive à avoir en effet des missions tous les ans, différents pays. Je suis intervenue peut-être dans 5 ou 6 pays depuis que j'ai arrêté ma carrière de sportive, donc c'est agréable. En tout cas, je trouve que c'est très riche parce qu'on se rend compte de nouvelles façons de fonctionner et ça apporte pour nous aussi, quoi. Justement parce que vous êtes triple championne du monde de natation synchronisée en solo. Je ne vais pas faire le compte des médailles. Il y en a 24 internationales, 34 en tant que championne de France, 34 à 36 ans. Y a-t-il un problème de compte ? Alors non, il n'y a pas de problème de compte, tout simplement parce que la natation synchronisée, on a plusieurs disciplines. On n'est pas spécialisé comme en patinage où on fait que le couple ou l'individuel. Donc chez nous, il y a le solo qui se fait toute seule, le duo à 2, le ballet d'équipe à 8. On a un nouveau ballet d'équipe qui s'appelle le combiné, qui est un petit peu un mixte des 3. Et on a depuis l'été dernier le duo mixte, donc un homme, une femme, qui a été proposé au championnat du monde. Pour la première fois. Donc j'ai été championne de France sur plutôt les 3 disciplines, parce que le combiné est quand même assez jeune, d'une petite dizaine d'années. Le duo mixte vient d'arriver cette année, donc sur mes titres de championne de France, c'est solo, duo, ballet d'équipe avec mon club d'Aix-en-Provence. Alors maintenant, comme la tradition le veut, c'est le moment du zapping. Vous allez découvrir un petit peu toutes ces belles images que les chaînes de télévision locales nous ont envoyées. Regardez. Alors, je pense qu'on peut vraiment retenir qu'on a grandi en équipe parce que ces matchs nous ont appris à vraiment jouer ensemble et à affronter le gros niveau européen. Après, c'est sûr que c'est une déception parce qu'on se ressort sans victoire. On est considérés comme des garçons, quoi. Or, pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas. Mais, justement, en fait, c'est pas assez développé et personne voit vraiment réellement ce que c'est le rugby féminin, en fait.
Un peu compliqué, il y a 4 kickers, donc il faut être vachement varié. Et puis ça s'enchaîne très vite, mais ça fait partie du slop, il faut s'adapter. Je m'appelle Clara, j'ai 10 ans, j'adore le ping-pong et ça fait 4 ans que je joue au ping-pong. On reste avant-bras revers et tu penses à ta hanche en coup droit. Allez, geste court en revers, percussion. Je ne vais pas dire que ça nous sociabilise, mais ça nous permet de rester sociables. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes en prison que nous ne sommes pas sociables. On a fait des erreurs, on les paye, mais ça ne fait pas de nous des gens associables. En fait, j'ai accompagné mon frère faire du judo. Donc les salles étaient à côté et un jour, j'ai vu l'escrime. Ça m'a plu, donc j'ai un peu observé et puis j'ai demandé à mon père pour essayer. Par rapport à tous ceux qui font du foot ou du basket, j'ai trouvé ça tellement différent que ça m'a vraiment intéressée. J'ai voulu vraiment savoir en fait tout ce qui se passait dans ce sport. Et ils pensent toujours à Pirates des Caraïbes ou à Zorro ou tout ça, alors que c'est pas du tout ça. Alors on l'a vu, on a des jeunes sportifs qui veulent devenir athlètes de haut niveau et il faut leur conseiller de faire des études en même temps. Et vous, Astrid, vous êtes quelque part une réussite dans ce domaine puisque non seulement vous êtes athlète de haut niveau, mais vous avez pu faire des études de haut niveau. Vous êtes ingénieur, vous construisez des fusées aujourd'hui. Comment on peut mener de pair ces deux objectifs ? Alors déjà, en escrime, c'est une nécessité ce double projet. Je ne peux pas être professionnelle de mon sport, c'est-à-dire que je m'entraîne quasiment comme une professionnelle, mais par contre, je n'ai pas de revenus suffisamment conséquents pour pouvoir vivre de mon sport. Donc, il me faut faire des études, il me faut travailler ensuite. Donc, c'est une nécessité. Et ensuite, on va dire que les prérequis, c'est clair que c'est une organisation. Et aussi beaucoup de détermination. Je pense qu'il faut que les deux activités aient du sens. Si on n'est pas passionné par un domaine, par les deux domaines en l'occurrence, ça va être très difficile d'aller au bout. J'ai eu la chance, depuis que je suis toute petite, d'être fascinée par le spatial, d'avoir ma passion pour l'escrime. Et je pense que c'est ces deux moteurs-là qui ont fait que j'ai pu aller aussi loin dans ces deux projets. Et j'en suis très contente, mais très sincèrement, ça a été beaucoup, beaucoup de fatigue. Et, de sacrifices. Des sacrifices, oui, non, parce que ça a du sens. Voilà, c'est ça. Le sacrifice n'est plus là. Parce que vous aussi, vous avez fait des études de haut niveau. Vous êtes également architecte de fusée d'un côté, architecte d'intérieur. On a deux architectes d'intérieur, c'est ce qui est drôle. Une dans l'espace et une un peu plus proche de nous. C'est tout à fait la même chose. Et c'est la passion qui permet de faire ces études. C'est complètement parallèle à Astrid, puisque depuis toute petite, apparemment depuis que j'ai 5 ans, je dis que je veux être architecte. Donc les études d'architecte dit DPLG, ça a changé, mais c'était vraiment compliqué avec nos 8 heures d'entraînement par jour. Mais j'ai choisi quelque chose qui était vraiment très proche et qui me permet de travailler avec eux aussi. Donc je suis architecte intérieur et designer. Et c'est exactement la même chose, on n'est pas professionnel, donc on le sait, c'est une culture finalement dans nos sports. On sait très bien qu'il faut qu'on fasse des études en parallèle et qu'on pense à notre reconversion une fois qu'on a terminé notre carrière, qui est dans un premier temps prioritaire. Donc on accepte d'étaler nos cours, de perdre entre guillemets des années, ce qui nous permet de les faire durer un petit peu plus. Donc moi, ça équivaut à un master, c'est 5 ans. J'ai qu'une seule école qui m'a acceptée quand même. Donc, j'étais à l'INSEP, j'ai tapé à une dizaine de portes et il y a seulement l'école bleue qui m'a acceptée en disant ça m'intéresse, on va voir ce qu'on peut faire. Toutes les autres, elles m'ont dit arrêtez le sport, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. Justement, comment on s'organise par rapport à ces parcours atypiques ? En fait, c'est aussi beaucoup une histoire de rencontre, comme vient de le dire Virginie, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la chance de rencontrer au bon moment la bonne personne qui va vous accompagner dans ce double projet et qui va le rendre possible. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon directeur d'école d'ingénieur qui a tout de suite compris que mon profil atypique que tout le monde refusait pouvait apporter quelque chose à son école et il a eu envie de m'accompagner là-dedans, dans cette aventure. Mais si j'avais jamais rencontré cette personne, peut-être que tout ça n'aurait pas été possible. Oui, c'est vachement important donc de rencontrer, d'avoir des personnes qui aident les sportifs, parce qu'on a plutôt tendance à envoyer les sportifs et les sportives de haut niveau vers des études de sport. Oui, tout à fait. Des brevets d'État, le professorat. C'est quoi, c'est par facilité alors ? Pourquoi on les dirige vers des chemins qui ne ressemblent pas forcément à leurs rêves ? Je pense que c'est par facilité, oui, parce que
Pardon. On a la possibilité d'aménager ces études-là. Sur place, souvent, ouais. dans les centres nationaux, donc notamment à l'INSEP, tout est fait pour... Pour STAPS, par exemple. Voilà, oui. Mais pas pour architecte. Non, c'est nous à aller chercher C'est sûr les que écoles. les fusées, c'est plus compliqué. Ouais. Mais il faut travailler ça au niveau des fédérations, convaincre les entraîneurs et les fédérations de donner un autre avenir aux sportives ou travailler plus également du côté des directeurs d'école. Je pense que c'est les deux en même temps. C'est très très large. C'est aussi culturel, c'est-à-dire c'est de faire comprendre aussi qu'est-ce que peut apporter un sportif dans une institution, dans une entreprise, au sein d'une école. Ça peut être une vitrine, c'est quelqu'un qui est déterminé aussi, donc il faut voir les qualités morales et personnelles qui peuvent être un plus. Donc il y a plein de choses à aménager, notamment le statut, c'est ça Vanessa? Ouais, justement, il me semble, Astrid, que vous avez poussé pour que le statut du sport avec Virginie. Avec Virginie, on a les bonnes personnes. Expliquez-nous la différence peut-être, ou en grande ligne, la différence entre l'ancien statut ou le statut qui n'existait pas. Ah, il n'y en avait pas, oui. Et voilà, statut. il n'existait rien du tout, et aujourd'hui il commence à exister. Alors qu'est-ce qui existe pour bien comprendre ce qu'il en était avant que la proposition de loi soit adoptée à l'Assemblée nationale, avant nous avions le même statut que quelqu'un qui fait un footing le dimanche matin. Oui. Alors qu'on y consacre 5 heures par jour et que c'est... 8 heures. Donc voilà. En fait, dans le rythme, on est professionnel, puisqu'on a un horaire de professionnel, mais on n'a absolument pas le reste. Et donc on n'avait pas de... Non, pas d'argent. Ok, d'accord, pas d'argent, mais c'est surtout pas de couverture sociale. Voilà. C'est ce qui... En cas de blessure, pas de retraite. En cas de blessure, tout s'arrête du jour au lendemain. Plus de revenus, les maigres revenus qu'on pouvait avoir, tout s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Quels ont été les grands acquis alors sur ce statut? Justement, la couverture sociale, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va avoir une cotisation qui fait qu'en cas de blessure, il va pouvoir y avoir une couverture des frais médicaux, des indemnités journalières également pour les jours d'absence ou en cas de perte de licence, et puis également certains accès à des écoles, justement pour faciliter l'accès à certaines études, aménager ces études, et puis également une facilité d'insertion sur le marché de l'emploi. Alors maintenant, on va regarder ensemble un sujet qui nous a été envoyé par Wéo. C'est sur un sport que vous connaissez peut-être pas, la boxe française, mais surtout c'est une histoire de couple que vous allez découvrir. Regardez. Dans la famille boxe française Savate, je demande d'un côté le mari, Jean-Marc, plusieurs fois titré durant sa carrière jusqu'à la ceinture mondiale, et de l'autre, son épouse, Colombe. Au centre de débat, le titre européen acquis par cette dernière en 2015. Mais avant de parler sport, revenons sur l'histoire de ce couple, parents de 2 enfants, ou comment joindre l'utile au très agréable. D'un point de vue sportif, c'est avec lui que j'ai commencé la boxe, donc le coup de foudre a été double, je dirais, pour la discipline et pour l'homme. Et donc c'est avec lui que j'ai commencé la boxe, et c'est lui qui m'a fait progresser, c'est lui qui me suit toujours en compétition, qui est toujours dans mon coin. Très peu pour le pire, surtout pour le meilleur, c'est la définition de l'union sportive de ce couple concernant la carrière de Colombe. Sa carrière s'est envolée à partir de ses études. Très vite, elle a choisi la boxe française Savate. Ce qui m'a plu, c'est l'aspect esthétique, aérien, fluide. Enfin, voilà, c'est très souple, c'est des mouvements de pied, et c'est aussi l'aspect ludique. On joue un peu au chat et la souris, on essaye de toucher sans se faire toucher, donc ça me plaît beaucoup. L'année 2015 a été synonyme de rêve pour Colombe. Outre le titre européen en catégorie assaut, catégorie où les coups sont contrôlés, elle est aussi montée sur la plus haute marche au niveau français. Place à présent à 2016 et ses nombreuses ambitions. Les objectifs, idéalement, ce serait les championnats du monde, idéalement. Maintenant, ça suppose d'être de nouveau championne de France, ce qui est très difficile. Et puis, il y a la gestion du reste. Outre les entraînements, ici à la salle d'Eubert de Lille, Colombe est aussi podologue à la Bassée. On y ajoute donc sa vie d'épouse et de mère. En un mot, pour éviter le chaos en matière de surmenage, Colombe va devoir gérer au mieux 2016. Virginie, vous avez une vie de famille, vous nagez, vous coachez un peu en équipe de France, vous travaillez en tant qu'architecte d'intérieur, mais comment on arrive à tout concilier ? Alors le mot d'ordre, c'est l'organisation, même si on a forcément des failles.
c'est se donner à chaque fois un temps pour quelque chose. Donc oui, la priorité, c'est quand même la famille. Donc l'année dernière, quand j'ai repris pour les championnats du monde, par exemple, j'ai mon travail de la journée, sauf quand je suis en déplacement. Bon, ça, c'est encore une autre organisation. Mais de manière générale, j'allais plutôt m'entraîner entre midi et 2. Donc j'essayais de absolument pas y aller le soir pour être présente, pour aller chercher mes enfants ou les accompagner sur du sport parce qu'ils font du sport. Alors, là, on a vu dans le sujet donc un couple qui s'entraîne et une femme qui s'est entraînée avec un homme et qui est devenue championne. En escrime, ça y est, on s'y est mis également. Les femmes s'entraînent avec les hommes, c'est utile. Effectivement, la mixité a vu le jour en escrime puisque je m'entraîne quotidiennement avec les garçons. Et ça a une vraie plus-value d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que nous, ça va apporter de la confrontation, une intensité physique, parce que ça va vite quand on est face à un garçon. Et puis pour les garçons, ça va leur permettre de travailler la technique, parce qu'on est peut-être moins rapide, mais par contre, nous aussi, on a de la technique. Et au niveau de la tactique, on va réussir à les surprendre. Donc eux, ils vont devoir faire des adaptations technico-tactiques. Et du coup, d'un côté comme de l'autre, ça ne nous apporte pas les mêmes choses, mais au final, tout le monde progresse. Donc une mixité gagnant-gagnant. Vous, Virginie, on l'a dit, on l'a évoqué l'année dernière, c'était la première fois qu'au championnat du monde, il y avait lieu un duo mix. Vous étiez avec Benoît Beaufils. Je crois que vous êtes pour cette évolution de la mixité, alors que d'autres nageuses sont pas forcément pour. Oui, moi je pense que ça peut apporter quelque chose, comme en patinage. Je ne vois pas pourquoi les garçons, on leur interdirait de nager s'ils ont envie. Donc, par exemple, l'exemple de Benoît, il a commencé à mon âge, donc il a un an de plus que moi, il a commencé à 6 ans. On s'est suivi toute notre carrière. À un moment donné, il était limité, parce qu'en championnat de France, il était là, mélangé avec les filles. En international, il n'avait pas le droit d'y aller. Donc, c'est ça, en championnat de France, il y a des garçons, il y a mais toujours eu des garçons, sauf qu'on ne les voyait pas parce qu'en international, ils n'avaient pas le droit de participer. Donc au championnat de France, ils étaient mélangés avec nous. Après, bien sûr, la comparaison à niveau égal, ils sont plus forts. Donc c'est normal qu'en international, on les interdise. Du coup, de faire une discipline à part entière pour eux, donc pour l'instant, c'est dans le duo mix, ils ne sont pas en individuel ou qu'en équipe parce qu'il n'y a pas assez de garçons pour faire 8 garçons dans l'équipe, c'est déjà une avancée. Donc, il y a eu 8 pays cet été. On sait qu'il y en a d'autres qui se préparent, qui n'ont pas voulu y aller parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Mais techniquement et physiquement, ça peut apporter des choses différentes. Nous, on a essayé de monter la chorégraphie. Pas du tout en tant que copier-coller d'un duo de 2 filles. On a essayé d'utiliser la force de Benoît et de trouver des choses plus en contact, plus en lien tous les deux que de filles qui sont robotisées et très parallèles en fait. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, de faire évoluer la natation synchronisée, la chorégraphie. C'est ce que j'aime énormément. J'ai toujours fait mes chorégraphies, c'est pour ça qu'on m'appelle aujourd'hui. Je suis réputée là-dessus. Et, je trouve ça très riche. Je regarde la danse, les pas de deux. Ça inspire et ça peut faire évoluer de ce côté-là. Oui. Et sur l'aspect mixité de ce sport, c'est vraiment en bonne voie ou il y a encore des points de blocage? Alors, le gros souci pour moi, c'est qu'ils n'ont absolument pas changé le règlement. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le même règlement que les filles. Donc justement, cet été, chacun avait son interprétation. Donc nous, on a voulu prendre le parti pris de faire quelque chose de différent, donc de faire quelque chose comme un couple, un pas de deux, alors que les Russes, par exemple, ont fait un duo, ça pouvait être nagé par 2 filles, c'était la même chose. Notre duo ne pouvait pas être nagé par 2 filles, ça n'aurait pas eu de sens du tout. Et là, pour l'instant, c'est à l'appréciation du juge. Donc il faudrait en effet faire évoluer en tout cas la notation pour savoir vraiment dans quelle direction on va, quoi. Mais c'est également une politique au niveau du sport, c'est encourager les garçons à... Voilà, ça n'a pas été échangé justement pour aller très vite et pour aller le mettre, donc c'est la FINA, la Fédération internationale, qui a décidé de le mettre au championnat du monde. Ils n'avaient pas le temps de changer un règlement pour pouvoir le poser là-dessus. Après, on ne savait pas quel était l'avenir. A priori, ça a l'air d'avoir marché, parce que ça a été la première discipline au point de vue visibilité. Elle a été très regardée. Alors, c'était un peu aussi une nouveauté. Par contre, elle ne sera pas au JO. Non. Là, les Jeux, c'est 4 ans en avant. Enfin, c'est bien sûr trop tard. On entend dire que ça pourrait l'être dans quelques années. Par contre, ça reste au championnat du monde. Et la Ligue européenne qui organise les championnats d'Europe vient de le mettre aussi cette année, puisque ce n'était pas les mêmes organisateurs. Donc, a priori, ça devrait perdurer. Dans l'escrime. C'est quasiment mixte. Pourtant, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont maîtres d'armes. Oui, c'est vrai, c'est un constat étonnant. Il n'y a pas de raison objective à cela. C'est un métier qui peut très bien être fait par une femme.
Peut-être le rythme de vie d'un entraîneur d'escrime avec beaucoup d'absences. C'est des entraînements qui durent tard le soir, c'est des compétitions le week-end. Peut-être que ça peut dissuader. Et puis après, c'est vrai que culturellement, c'est un métier d'homme et il est peut-être difficile de faire sa place en tant que femme dans des métiers d'hommes. Et notamment au niveau des cadres dirigeants, des sports, entraîneurs, il y a encore de longues bagarres à mener. Mais nous avons une femme présidente de notre fédération, donc ça va peut-être évoluer au fur et à mesure. Le sport, c'est une histoire de passion, de beauté, d'image. Et puis, je vous propose un sujet avec Elle s'engage. C'est un sujet qui vous est proposé par la commission féminine de la Fédération française de vol libre. Il y a 5 ans, pour mon anniversaire, on m'a offert un biplace. Du coup, j'ai fait le biplace avec beaucoup d'appréhension. Je voulais même pas le faire, on m'a un peu forcé. Ça me faisait envie, mais peur. Je sais pas, moi je me sens bien quand je vole. Je sais pas décrire ça, mais j'ai toujours envie de voler en fait. C'est comme un rêve qu'on réalise. J'ai commencé le parapente parce que je faisais de l'alpinisme et de l'escalade. Et pour moi, c'était une bonne solution pour redescendre de la montagne. J'ai commencé il y a très longtemps. J'avais 26 ans, c'était il y a très longtemps. J'ai peur parfois quand je vole, surtout en thermique, parce que j'aime pas quand ça bouge trop. En fait, j'ai pas vraiment d'objectif de performance. C'est plutôt chaque fois que je découvre une manœuvre et que je commence à la maîtriser, j'ai envie d'apprendre la suivante. Quand on arrive en l'air, on peut faire ce qu'on veut. Bon, pas vraiment en pratique, mais on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut aller où on veut. Quand je suis sur un déco, je laisse tous mes soucis au déco et ça m'aide à me détendre. Ça dépend de comment je suis. Des jours, je suis énervée, du coup, je sais que je vais avoir besoin de me mettre au-dessus de l'eau, faire un décro, de faire n'importe quoi. J'ai une petite fille de 5 ans et pour pouvoir plus voler, je l'emmène en parapente avec moi. Ouais, je me suis construit un équilibre avec le parapente. Et en fait, depuis, c'est un peu ma raison de vivre, le parapente. J'aime tellement ça que voilà, c'est un truc très important dans ma vie. Ça prend beaucoup de place. Voilà de belles images. Si vous voulez voir l'intégralité du reportage, vous allez sur le site de Femmes de Sport, bien sûr. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'essayer. Est-ce que vous avez déjà fait du parapente ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de faire du parapente à Megève et c'était une sensation hyper agréable. Moi qui ai le vertige, on n'a pas du tout la sensation de shooter, on est tout de suite porté par l'air et c'est hyper doux en fait. Moi j'en ai fait à ski et alors j'avais même l'impression que c'était que ça faisait moins peur qu'en courant. Et c'est vrai, la sensation, on est comme une chaise, sur une chaise, on est tranquille quoi. Donc un sport à conseiller. Ouais, c'était très chouette. Parlons un peu d'avenir, Virginie. Je crois que vous avez plein de projets. Alors, la vie est déjà bien remplie, mais quelle est la suite ? Je continue, oui. Donc l'archi intérieur, bien sûr. Donc j'espère avoir des projets variés. Donc la recherche de moyens sur les projets pour faire des choses très intéressantes. Ma casquette d'entraîneur, donc sur là pour l'instant les Jeux de Rio. Et on en a également une association qui organise des stages d'été qui s'appelle Synchro-Camp. Donc il y a 10 ans. Et donc on accueille des filles du monde entier, de tout âge, de tout niveau, avec une base quand même de synchro. C'est pas des débutantes. Et donc voilà, c'est perdurer toutes ces activités. Et vous, Astrid, j'imagine que vous êtes focalisée, concentrée sur les JO, sur la Havane, c'est ça. Mais est-ce que vous avez, pour après les Jeux, d'autres projets ? Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, je suis mise à disposition complètement pour l'escrime, pour cette qualification aux Jeux et ensuite la préparation aux Jeux Olympiques. Et puis après, en septembre 2016, retour à mes fusées. Donc ça va me prendre du temps. Et puis j'ai également quelques activités qui me tiennent à cœur, notamment certaines interventions en entreprise où j'aime bien faire des parallèles entre la vie du sportif, de la sportive de haut niveau et le management. Et puis un petit projet personnel, une collection de livres jeunesse sur le sport pour les 6-9 ans. Ouais. À suivre alors. Vous allez revenir pour en parler. Merci beaucoup à toutes les deux. L'émission se termine. Vous pouvez bien sûr retrouver nos invités, mais l'émission n'est pas encore terminée avec Florian pour l'agenda de Femmes de Sport.
Bonjour Florian, je suis Bonjour. étonnée de vous voir, il paraît que vous étiez à Rio. Ah non, je n'ai pas été au carnaval, par contre j'ai pris une semaine de vacances, je suis parti au ski. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as retenu pour nous? Eh bien du football le dimanche 28 février avec les quarts de finale de la Coupe de France féminine. Et du ski? Et du ski, avec du ski alpin, la fin du Ladies Night Tour, la 3e étape le 23 février à Gérardmer et la grande finale à Manigot le 1er mars. Et plus au chaud, à la piscine, t'as quelque chose? Du water polo, hein, si ça vous Oui, plaît. ça nous botte. Voilà, avec la Ligue mondiale et la zone Europe, ce sera la 4e journée. Un France-Pays-Bas à Lille le mardi 23 février. Les Bleus qui sont dernières de leur groupe, il faut aller les supporter. Je crois que vous avez une belle initiative pour nous. Sportive et solidaire, c'est la Women's Cup à Saint-Nazaire du 4 au 6 mars. C'est de la voile, donc c'est des régates avec des sportifs de haut niveau et des amatrices. Et elles soutiennent l'ONG Plan International qui milite pour l'éducation des filles dans le monde. Ah. Et début mars, tu as d'autres événements à nous proposer? Eh bien, le samedi 12 mars, ce sera les qualifications à l'Euro 2016 de handball féminin. Ce sera à Nîmes et ce sera un France-Allemagne. Et là aussi, il faut supporter les Bleus parce qu'elles sont au coude à coude avec les Allemandes. Elles sont toutes les deux en tête de leur groupe. Et on termine avec du cyclisme le dimanche 13 mars à Chambéry. Ce sera le Grand Prix féminin de Chambéry. Et c'est la première étape de la Coupe de France féminine de cyclisme sur route. Merci beaucoup Florian. Voilà, l'émission se termine. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet www.femmedesport.com. Quant à nous, on vous dit au revoir et à très bientôt. À très vite.